Bonjour, petite vidéo récapitulative sur tout l'électroma, avant de passer à un sujet un peu différent que seront les ondes électromagnétiques. Donc je vais essayer de faire une fiche de synthèse des 9 premiers chapitres d'électromagnétisme, électrostat, conduction, magnétostatique, induction, le tout sur une seule feuille A4, ce qu'on appelle une carte heuristique, c'est-à-dire raisonner par association d'idées plutôt que par plan, ou grand 1, grand 2, grand 3, ou liste de formules, pour essayer de donner du sens aux choses et de comprendre l'articulation entre les différents concepts. Donc au tout début de l'électroma, et globalement jusqu'à la fin d'ailleurs, il y a les charges. D'accord, les charges sont l'origine et l'objet d'étude de l'électromagnétique. On peut les décrire sous plusieurs formes, soit des charges ponctuelles qu'on note en général Q, soit des densités de charge, ρ, sigma ou lambda, donc en coulomb. Les densités de charge sont en coulomb par mètre cube, coulomb par mètre carré, ou coulomb par mètre. Voilà. Donc ça c'est le premier concept important et tout à fait central, c'est pour ça que je le mets au centre de la feuille. Bon, et la première idée c'est que à ces charges, c'est-à-dire une nouvelle caractéristique comme la masse, l'état de spin, l'énergie d'un système, on associe une interaction. Ces charges peuvent, en l'occurrence, agir sur d'autres charges, ceci étant décrit par l'intermédiaire d'un champ. Un champ, c'est une fonction de l'espace, c'est-à-dire une fonction qui prend de la valeur en tout point de l'espace, qu'il y ait quelqu'un pour la subir ou pas, cette influence. Donc ces charges créent, eux, le champ électrique, qui est en volts par mètre. Je rappelle à chaque fois les unités. On va faire ça comme ça. Donc, c'est ce qu'on peut aussi appeler l'influence électrique de ces charges. Je note pas tout parce qu'il faut quand même serrer pour que tout loge sur une page A4. Mais enfin voilà, le mot maître, c'est influence, d'accord? C'est quasiment une force en l'occurrence, puisqu'en retour, une charge peut créer donc son influence dans l'espace et agir sur une autre charge. En fait, les charges créent du champ E, mais également le subissent de la part d'autres charges. Donc, E agit sur des charges via la force électrique qui s'appelle la force électrique. Ça n'a pas vraiment de nom, excusez-moi. Donc F égale QE, c'est ça la formule. Si vous avez une charge Q, ou un objet de charge totale Q, un objet qui pourrait être chargé avec du ρ, sigma, lambda, enfin bref, il faut avoir la somme des charges, d'accord, fois le champ E subi, l'influence subie, et ça redonne la force. Bon. Donc il y a déjà un premier bouclage ici. Ensuite, on a vu, on s'est intéressé tout de suite à la recherche du champ électrique, comment obtenir le champ électrique. La première chose qu'on peut tenter de faire, c'est de rechercher la direction et les variables de dépendance de E. Donc ça se fait de différents moyens. La première façon, c'est ce qu'on appelle la recherche des symétries et invariances. Alors, d'abord, en général, les invariances des charges. À chaque fois, tout est fondé sur le principe de Curie, puisque ce sont les charges qui créent E. Si on chope une invariance des charges, eh bien, ça créera une invariance de E. Si on chope un plan de symétrie des charges, eh bien, ça produira par nécessité un plan de symétrie ou d'antisymétrie du champ E. Donc, invariance des charges, plan de... Je vais mettre S ou A pour symétrie ou antisymétrie des charges. Donc tout ça, évidemment, donne beaucoup d'informations. Au-delà de ça, il y a une autre méthode pour trouver assez vite la direction seulement du champ E, c'est de se rappeler que E va des plus vers le moins, va des charges plus vers les charges moins. Ceci étant déduit de l'équation de Maxwell-Gauss, que je ne réécris pas. D'accord, donc avec ça, on a en général les infos principales, les préliminaires sur le champ E. Bon, évidemment, le plus intéressant, c'est quand même de déterminer le champ E, pas seulement de trouver sa direction. Déterminer E. Donc là, il y a plusieurs façons et plusieurs méthodes qui sont très, très, très différentes. La première, c'est pour Q, c'est-à-dire pour une charge ponctuelle. Mais on sait d'avance, c'est la seule formule à retenir là-dessus, la seule formule de champ E à retenir. On sait d'avance que le champ E a une expression toute faite qu'on apprend, d'accord, avec ici U à bien orienter en fonction de la loi qui est juste au-dessus, à savoir E fuit les charges positives
et a tendance plutôt à converger vers les charges négatives qui l'ont créé. Donc ça c'est spécialement pour des charges ponctuelles, ça ne marche que pour ça. Une méthode pas forcément fréquente et qui ne s'adapte que pour des charges surfaciques, c'est soit la loi de Coulomb, soit la relation de passage. Faut pas que j'écrive trop à droite. D'accord, plus divergence E égale ρ sur epsilon 0. Bon, c'est une méthode qu'on n'a pas utilisée très souvent, mais de temps en temps quand même, hein, et qui dans tous les cas ne sert que dans les situations où vous cherchez le champ E créé par des surfaces chargées, hein, des plans chargés. D'accord. Donc ça c'est très particulier, je sais pas pourquoi j'ai mis un petit tiret, je n'aurais pas dû. Donc il n'y a qu'une seule façon de faire à cet endroit-là. Ça sert en particulier pour un type d'exo dans lequel on rencontre beaucoup de charges surfaciques. Hein. C'est typiquement pour... je vais mettre ça comme ça. Mettre ça comment? Oui, bon, finalement, je vais mettre ça là. Pour les condos, hein, d'accord, les condensateurs, je vais écrire condo en abrégé, hein, sont typiquement des systèmes dans lesquels il y a des densités de charge surfaciques, donc une loi de Coulomb ou une relation de passage, c'est exactement la même chose, hein, d'accord, qui vous permet d'avoir le champ E juste à côté des plans de charge, plus l'équation de Maxwell-Gauss, divergence E égale ρ sur epsilon 0, permet, par intégration de cette relation, de remonter à E. Donc ça c'est très particulier. La méthode la plus classique pour obtenir le champ E, c'est évidemment le théorème de Gauss. Et ça, c'est pour toutes les autres situations, hein, d'accord. Bon, je mets 3 petits points. Hein, voilà, si ce n'est pas une charge ponctuelle, de toute façon, a priori, c'est ça qu'il faut utiliser. Dans le cas où c'est charge surfacique, vous pouvez avoir cette alternative ici. Pour les condos, tant que j'y suis, il y a quand même deux relations à connaître qui sont Q égale CU et l'énergie stockée, 1,5 de CU2. Je vais refaire la parenthèse, on a fait un chapitre entier là-dessus, mais c'est pas un point fondamental, je l'encadre pas, d'accord, autant que charge et champ électrique, hein, c'est beaucoup plus marginal. D'accord, donc le théorème de Gauss, j'ai mis 3 petits points, et les deux moments vraiment décisifs, c'est le choix de la boîte de Gauss, sur laquelle vous appliquez ce théorème, et les différents cas éventuels hein, qui s'appliquent dans la recherche du Q intérieur. Je réécris pas hein, la formule, d'accord, j'ai pas la place de tout mettre sur ce papier, je mets juste les concepts et les idées. Donc voilà pour la détermination du champ E. Bon, on va dire que je vais entourer ce qui est les grandes compétences, hein, d'accord, déterminer E ou rechercher la direction de E, c'est pas un concept, mais ça fait partie des choses qu'on vous demande régulièrement. La dernière chose, enfin les deux dernières choses, en rapport avec le champ E, c'est tout d'abord quelque chose de pas trop important qu'on appelle la densité d'énergie électrique. C'est-à-dire qu'à la présence, à l'existence du champ E, on associe une forme d'énergie nouvelle, 1,5 d'epsilon 0 E carré. Donc ce n'est pas une énergie en joules, c'est une densité d'énergie en joules par mètre cube, il faut y penser. Donc c'est ce qui permet de remonter par exemple à l'énergie stockée dans un condensateur. Hein, c'est une formule qui a relié 1,5 de CU2, hein, d'accord, si vous l'intégrez sur le volume de condensateur. Bon, et le dernier gros concept en lien avec le champ E, c'est une nouvelle version de ce champ E, hein, qu'on appelle le potentiel. Note V. Bon, c'est la version scalaire, hein. La version scalaire de E. C'est pas une nouveauté, c'est juste une autre façon d'écrire cette chose-là. Donc, voilà, la relation, je vais quand même l'écrire, hein. C'est E égale moins grade de V. En général, on connaît E, on en déduit V. Ça veut dire que s'il y a du grade de V, c'est-à-dire si V varie dans l'espace, hein, un gradient c'est la variation de l'espace, d'accord. S'il y a de la variation de V dans l'espace, alors il y a du champ E hein, dans cette zone-là. Bon, ça veut dire que s'il y a U, hein, une tension U c'est une variation de potentiel, hein, une tension ça trahit l'existence de E, hein, d'accord, c'est une autre version de l'existence de E. Okay. Donc en élect, quand il y a une tension d'un circuit, c'est qu'il y a du champ E au sein de ce circuit. Donc ça, c'est on va dire les généralités sur le potentiel. Ensuite, quelque chose d'un peu technique, hein, une deuxième astérix là-dessus. C'est la recherche des constantes d'intégration.
Donc ça, c'est purement du savoir-faire, hein. Quand on passe de E à V, bah, évidemment, il faut tuer le grade, c'est-à-dire tuer des dérivés. Tuer des dérivés, ça se fait en intégrant, en primitivant. Primitiver, ça génère des constantes. Donc il y a deux façons qu'il faut connaître, de rechercher les constantes proprement pour le potentiel, hein. La première, c'est de poser une origine. Et la deuxième, c'est de raccorder par continuité là où c'est possible, c'est-à-dire aux frontières, au niveau des charnières de zones. Parfois, le champ E est défini en plusieurs morceaux, et donc c'est comme ça que vous y arriverez. Donc voilà pour la partie chapitre 1, 2, 3. Après, évidemment, on peut s'amuser à mettre ces charges en mouvement, par exemple avec un champ E, hein, d'accord. Donc je vais repartir des charges, mais si d'autres charges pas loin d'elle, entre autres, hein, c'est pas la seule possibilité, hein, mais si d'autres charges à côté d'elle exercent une force sur elle, hein, via la force électrique, et ben ça va les mettre en mouvement. Et si on les met en mouvement, eh bien, je vais le mettre comme ça va devenir un nouveau concept, hein, qu'on appelle le courant. D'accord, les courants. Les charges en mouvement, c'est des courants, elles sont décrites par I, en ampères, ou J, qui est une densité surfacique, en ampères par mètre carré, hein. Les formules à connaître, c'est I égale JDS. Donc I, c'est le flux de J, ça c'est le lien entre I et J, hein. J étant la densité surfacique de I. Et le plus important, je dirais, c'est quand même que I, c'est le débit de charge, hein. Donc un débit, ça s'écrit combien de charge par rapport au temps considéré. Donc on sent bien que c'est des coulombs par seconde aussi, hein. L'ampère, hein, c'est bien débit de charge. D'accord. Donc ceci est très important. Et puis on peut faire le même genre de schéma, hein, d'accord, entre les courants et une nouvelle interaction. En l'occurrence, les courants ont des phénomènes de nature différente de ceux des charges fixes, hein. Pas nécessairement fixes d'ailleurs, mais enfin en tout cas ont des interactions entre eux qui sont différentes des interactions qu'ont entre elles les pures charges, hein. En l'occurrence, les courants créent non pas du champ E mais du champ B. Donc c'est une nouvelle interaction, elle est en Tesla. Et de la même façon, il y a une rétroaction, hein. Ce champ B peut interagir avec les courants, hein, peut rétroagir sur les courants. En l'occurrence, agit via une force qui n'est plus la force électrique, mais la force magnétique, bon, on l'appelle la force de Laplace, en l'occurrence, bon, qui s'écrit IdL vectoriel B. Donc un courant I soumis à un champ B va subir cette force-là, de la même façon qu'une charge Q soumise à un champ E subissait cette force-là. Il y a vraiment un parallélisme très fort entre le monde charge champ E et le monde courant champ B. On va refaire la même chose, hein, déplacer un petit peu cette étoile là, en espérant que j'ai assez de place de ce côté-là, c'est-à-dire que de champ B, on peut rechercher la direction. Donc recherche de la direction et des variables. Bon, mais ça va se faire exactement de la même façon, c'est-à-dire plan de S et d'antisymétrie, donc de symétrie et d'antisymétrie des courants. Et puis invariance, hein, bien sûr, des courants. Bon, je ne rappelle pas toutes les lois, hein. En l'occurrence, bon, il faut savoir que si le point M est dans un plan de symétrie ou d'antisymétrie, ça a des conséquences de parallélisme ou d'orthogonalité pour le champ B. Donc surtout ne pas confondre, hein, toutes les conclusions des plans de symétrie et d'antisymétrie qui portent sur la direction des champs, des conclusions de l'invariance qui portent, elles, sur la dépendance envers les variables, c'est deux choses différentes, hein. On peut dépendre de x et être orienté en UY, d'accord. Donc ça, c'est la première chose. L'autre façon de rechercher la direction de B, tout à l'heure pour E c'était juste cette petite loi là, E va des plus vers I-, alors pour les courants c'est un petit peu plus simple ou plus compliqué, je sais pas. En tout cas il y a une règle en général, il y a toujours une règle de main droite entre les courants qui créent B, hein, et celui-ci. Donc je vais l'écrire comme ça, hein, règle de main droite, donc avec les 4 doigts et le pouce, hein, pas la règle des 3 doigts de la main droite, hein.
Donc main droite entre I et le champ B. Le champ B créé. Je parle bien hein, d'un I qui crée ce B là. D'accord. Parfois il y a des exercices où il y a un champ B extérieur plus un courant I, là il n'y a pas de lien entre les deux. Hein. C'est parfois là que il y a des confusions, d'accord, quand on fera de l'induction. Là, il y a des choses différentes entre le B et le I. Là, je parle bien d'un I qui crée ce B. Là, je suis dans l'explication de cette flèche-là. Donc voilà, pour la recherche de direction des variables. Ensuite, B, il faut savoir le déterminer. Donc la détermination, ça se fait de deux manières. La principale, je vais manquer de place, hein, très clairement. La principale, bon, c'est le théorème d'Ampère. Bon, que je vais pas rappeler. Je pourrais peut-être le faire si j'avais de la place ici. Bon, là, je vais faire je vais quand même réécrire Gauss ici. Donc Gauss, c'était E ds sext égale Q intérieur sur epsilon 0. Théorème d'Ampère, c'est intégrale de BDL, donc sur un contour. Là, c'était sur une boîte, une surface, égale ici mu0 I enlacé. Donc ce théorème d'Ampère, hein, c'est pareil, il suit tout un protocole en 4 étapes que j'ai pas la place d'écrire. Les deux moments décisifs, c'est le choix du contour et l'estimation hein, de I enlacé avec une convention hein, d'orientation par rapport au DL. Il y a une deuxième façon de déterminer le champ B, qui est beaucoup plus rare, hein, qui est un petit peu l'analogue de ça, c'est-à-dire qu'il y a une façon très simple d'obtenir le champ E, c'est quand on a une charge ponctuelle. On connaît tout de suite, il y a une formule. En l'occurrence, je vais faire une flèche comme ça, c'est pas très joli, mais tant pis. Si vous avez une bobine, vous connaissez d'emblée le champ B qu'elle crée. mu0 ni avec un vecteur U orienté conformément à la règle de main droite entre I et B. Donc voilà, c'est un cas très particulier, mais enfin voilà, qu'il faut savoir ressortir si besoin. Donc ça c'est la détermination de B, qu'en général on entrevoit après avoir recherché les préliminaires, à savoir direction et constante. Oui, je manque de place, et on va mettre ça par ici. Si je veux continuer le parallèle, hein, il faut que je parle de la densité d'énergie magnétique. À l'existence, à la présence du champ B, on doit associer une nouvelle forme d'énergie, qui cette fois-ci s'écrit 1/2 de B carré sur mu0, toujours en joules par mètre cube comme une densité d'énergie. Donc on a à peu près fait le tour. Je parlais de la force de la place, du champ B. Je vais revenir un instant sur les courants. En l'occurrence, j'ai dit, bon, j'ai résumé ça pudiquement par mise en mouvement. Il y a une loi hein, qu'on peut rajouter ici, j'ai laissé un peu de place, qui explicite la façon dont les courants, hein, dont les charges sont accélérées et mises en mouvement pour créer des courants. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc il y a deux versions de la loi d'Ohm. Hein. Son idée, c'est d'expliquer pourquoi il y a des courants, hein, la loi d'Ohm. La version locale, c'est-à-dire microscopique, mésoscopique, hein, elle met en relation les grandeurs locales. Donc grandeur locale, c'est pas garanti. Hein. Garanti, ça décrit à l'échelle de toute la section du fil, mais si je zoome sur un tout petit bout, un petit élément du fil, hein, je vois une densité de courant J et eh bien, je sais qu'elle sera reliée, donc c'est ça le concept hein, de la loi d'Ohm, hein, elle sera reliée par une constante de proportionnalité qu'on appelle la conductivité au champ E. Bon, c'est normal que le champ E soit ici, hein, d'accord. E agit sur les charges. Elle fait en sorte que ces charges puissent recevoir une force, donc qui va les accélérer, qui va les mettre en mouvement. Donc si mouvement, si courant, si mouvement des charges, si courant il y a, c'est logique que E soit dans les parages, d'accord. Donc en fait, on pourrait rajouter une flèche ici, qui fait quand même un lien entre les courants et les champs E. C'est normal, d'accord. E, c'est ce qui accélère les charges, c'est ce qui crée les courants. Donc la version intégrale aussi de cette loi, que beaucoup plus connue, hein, donc il s'écrit U égale RI. D'accord. Donc il ne me reste plus que la synthèse des chapitres sur l'induction. L'induction, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui se déclare hein, nécessairement en présence de champ B. Donc on va repartir de B, et on va aller chercher un nouveau phénomène ici. Donc c'est un des grands concepts, hein, phénomène d'induction.
Il se manifeste dans deux cas, soit un circuit fixe dans un champ B qui dépend du temps, donc là on rajoute l'idée que, c'est pas pour tous les champs B, hein, ce champ B soit non stationnaire, soit un circuit mobile dans un champ B quelconque, normalement qui ne dépend pas du temps, mais peu importe. Bon, dans ces deux circonstances-là, hein, on peut appliquer toujours la même loi, hein, qui va décrire le phénomène principal, hein, qui caractérise le phénomène d'induction. Et donc c'est ça qu'il faut connaître, hein, si on veut vraiment résumer à la substantifique moelle, c'est l'apparition d'une tension induite, qu'on appelle une FEM, mais peu importe. Hein. C'est la loi de Faraday qui va donner son expression. Je sais pas si on voit, oui. Hop, décaler un petit peu. Donc, cette loi de Faraday précise que la tension qui apparaît dans les circuits, hein, soit dans une de ces deux circonstances-là, est égale à la dérivée d'un flux, l'opposé de la dérivée d'un flux. Ce flux, c'est un flux magnétique, on pourrait l'appeler, peu importe, je vais écrire son expression, on le voit tout de suite, c'est un flux sous une intégrale de surface. C'est magnétique parce que c'est le flux de B, donc c'est le flux de B à travers le circuit dans lequel apparaît cette FEM, hein, cette tension. Bon, je pourrais faire un lien ici entre cette FEM, hein, d'accord, et puis le potentiel, je ferai tout à l'heure quand j'aurai un peu plus de place, hein, enfin quand je serai sûr d'avoir mis tout ce que je voulais mettre. Donc ça c'est voilà, on va dire c'est les formules principales. Hein. Y a une alternative au calcul de phi sous la forme de la double intégrale de BDS. Hein. Je le mets, si fourni. Parfois, en fait, ce calcul est sous-traité. Et on peut écrire que le flux en provenance d'un autre circuit, parce que je vous rappelle que les courants créent du champ B. Hein. Donc si B il y a, il peut très bien provenir d'un circuit, pas bien loin, là, qui a son propre courant, qui crée du champ B et puis qui vient influencer le nôtre. Hein. Donc dans ce cas-là, ce serait un flux qu'on qualifierait d'extérieur, hein, je mets entre parenthèses, peu importe sa nature, hein. C'est juste pour spécifier un peu le contexte. Hein, donc ce courant I là, qui viendrait de loin, là, enfin qui serait dans un circuit à côté, qui crée du champ B, va nous arroser d'un flux égal directement à M fois IX, et évidemment il faut connaître M, il faut que l'énoncé vous le propose, donc c'est pour ça que je mets si fourni. Bon, et puis il y a un deuxième phénomène qui arrive en fait systématiquement, mais qui peut ou non être pris en compte, ce qu'on appelle le flux propre, et qui lui est encore plus simple à écrire, hein, puisque c'est le courant I du propre circuit, fois une constante qui vous est fournie ou pas, et qui représente le flux capté par le système lui-même en provenance de ses propres courants. Hein. Ses propres courants créent du champ B, et ce propre champ B est capté par le circuit lui-même. Bon, ça fera bien un flux de son propre champ B à travers lui-même, qui va potentiellement donner une dérivée non nulle, tout dépend de la situation, tout dépend si B dépend du temps, donc le circuit mobile. Donc voilà pour les trois possibilités de flux, hein, d'écrire un flux, d'accord. On peut rajouter ici, dans le cas spécifique hein, du circuit mobile, la LCEM, hein, c'est-à-dire une loi qui est prouvée, enfin qui est admise, pardon, hein, qui se vérifie. Dans le cas où le circuit est mobile, j'insiste bien, il faut qu'il y ait mobilité pour qu'il y ait une puissance des forces de la place. On peut montrer que la puissance de la FEM est de la puissance, donc c'est-à-dire E fois I, hein, d'après la convention d'Elek, hein, et la puissance de la place, c'est-à-dire F la place qu'elle RV, cette somme-là vaut 0. Bon, si on voulait rajouter des flèches, mais qu'on tendance à compliquer plus les choses que je ne le voudrais, on pourrait faire ça, hein, d'accord. Il y a clairement ici une égalité parfaite, hein, d'accord. Une FEM, qu'est-ce que c'est une tension qu'est-ce que c'est une différence de potentiel. Une différence, qu'est-ce que c'est du champ E. Bon, en fait, il y a un bouclage là, d'accord, qui est important à comprendre à l'approche du chapitre 10 et 11, là, où on va parler d'ondes électromagnétiques. C'est qu'en fait, on pourrait croire que le monde est séparé entre les problèmes de charge un peu statiques, qui créent du champ E, qui s'influencent entre elles, le potentiel V, et puis le monde des charges en mouvement, des courants, qui créent du champ B, et puis qui éventuellement font de l'induction. Mais en fait, l'induction, c'est un espèce de pont entre le champ B et le champ E. C'est ce qui marie l'électricité et le magnétisme. C'est pour ça que c'était découvert en dernier, et que ça
créer en fait via, au final, les équations de Maxwell, une fusion complète entre tous les phénomènes. C'est-à-dire que B fait du V, c'est-à-dire du E, et E fait du B, puisqu'il met en courant un E, il met en mouvement des charges, donc il crée des courants, mais les courants ça crée du B, et puis B ça fait de l'induction, et puis l'induction c'est du E, et puis en fait je pourrais faire une espèce d'énorme flèche, mais ça serait dégueulasse, je vais m'abstenir, qui relie et qui fait tourner tous ces concepts-là ensemble. Voilà, et bien bonne journée, j'espère que cette petite synthèse vous aura aidé.